Il y a 1 an et demi, j'ai fait quasiment 700 000 € de chiffre d'affaires grâce à LinkedIn. Je vais faire comme je fais d'habitude. J'ai fait un post. J'ai dit, écoutez, j'ouvre l'actionnariat chez Creator Studio. Je cherche 15 millions de dinars. En 24 heures, j'avais déjà 30 millions de dinars qui étaient bookés. Le e-commerce en Algérie est en train d'exploser, mais même en Afrique. Je me dis, waouh, c'est génial, ce passeport, il est quand même incroyable. C'est pour ton père, faut qu'on le fasse. Même mes parents vont être fiers de ça. Mais elle me regarde, elle me dit, mais tu te démerdes, faut que t'ailles vite. Ce qui va faire la grosse différence entre vous et un autre entrepreneur qui a la même idée que vous, c'est votre capacité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de La Capsule. J'ai la chance à chaque épisode de recevoir tout le temps des invités qui sont vraiment exceptionnels. Celui-là, encore une fois, il a un parcours absolument génial. Pour vous la faire très simple, il est passé d'infirmier à producteur, réalisateur de contenu sur les réseaux sociaux. Il a un optimisme incroyable, il est toujours en train de sourire. Je trouve que l'énergie qu'il dégage, il vous donne tout simplement envie de lancer vos projets, d'oser et d'avancer tout simplement. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Raïbed. Bonjour Raïbed. Salut Zerev, tu vas bien ? Comment tu vas ? Moi, ça va très bien, je te remercie. Tout l'honneur est pour moi d'être là avec toi aujourd'hui. C'est génial que tu puisses accepter d'être ici. Et toi, tu sais comment ça a été compliqué que je sois là ce matin. Je sais les galères que tu as rencontrées. Et puis ce matin, on se parle sur WhatsApp, je te dis, j'ai raté mon train, je vais le rater. On s'est levé très tôt, mais bon. En tout cas, je reçois des petits WhatsApp vidéo où je le vois avec le train qui arrive. Donc, vous pouvez être sûr avec Raïbed qui vous dit toujours la vérité. Merci. Tu as répondu à mon invitation. Moi, j'envoie des messages LinkedIn ou des fois, c'est des rencontres que j'ai. Et généralement, les gens prennent un petit peu de temps pour répondre, ce qui est tout à fait normal. Toi, je t'ai envoyé un message, tu as répondu en 2 minutes. Tu m'as dit, vas-y, ok, je suis chaud. Je t'avoue, j'ai tout un process parce que sur LinkedIn, je reçois énormément de messages. Ouais. Et c'est un point d'honneur pour moi de répondre à tous ceux qui me sollicitent parce que la démarche, je trouve ça hyper important, soit des gens qui te motivent, qui te remercient ou qui te demandent certaines choses. Et je réponds, tu vois, toujours le matin entre 5h et 7h du matin, j'essaie de répondre un maximum aux gens. Okay. Donc, si vous voulez m'envoyer un message, c'est à ce moment-là. Pour que c'est par respect. Parce que moi, je trouve ça hyper touchant. Tu vois, sur LinkedIn, j'ai reçu énormément de force, beaucoup de gens qui m'ont soutenu, qui m'ont poussé dans mes projets. Donc, moi, j'ai ce rapport à l'humain qui est hyper important. C'est la base pour moi dans toutes les entreprises que j'ai faites. Ok, non, mais c'est génial. De toute façon, je trouve que ça se voit et c'est ce que tu transmets. Et donc, peut-être avant l'objectif de ce podcast, il y a un gros sujet dont on va parler dans ce podcast. Ça va être autour de l'Algérie. Ouais. Mais avant ça, j'aimerais juste que tu te présentes très rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à discuter. Écoute, si je refais un petit résumé très rapide, tu vois, on est 2 infirmiers avec Fatiha, ma femme, avec qui on a tout entrepris ensemble. Et on avait créé notre première entreprise qui s'appelle Papépi. Ouais. Ensuite, on a continué à avancer et Papépi s'est développée comme elle s'est développée. On a eu beaucoup de notoriété très rapidement parce qu'on a été les premiers à faire une télé-réalité sur notre aventure entrepreneuriale qu'on a partagée spontanément sur LinkedIn. Et ça a beaucoup pris et on a eu une communauté qui s'est mise derrière nous, qui nous a soutenus, qui nous a poussés dans nos projets. Et aussi, comme tu connais, même mes coups d'audace, je les ai filmés, je les ai partagés parce que je rencontrais beaucoup de gens qui n'osaient pas faire les choses, qui avaient beaucoup de pensées limitantes. Et quand moi, je faisais des choses, la première fois, j'y arrivais, je filmais, je me suis dit, tiens, je filmais comme ça en toute spontanéité. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, tout ce que je partageais, ça inspirait les gens, ça leur montrait que c'était possible. Et comme je le faisais vraiment en vlog, mais direct, ça veut dire que tu me voyais faire mes pitchs, tu me voyais quand je galérais, tu voyais quand j'arrivais à atteindre les gens ou pas. Et du coup, ça a fait une authenticité dans le contenu qu'on a partagé qui a fédéré les gens et qui leur a montré qu'en fait, tout était possible. Les pensées limitantes, c'est dans la tête, mais quand tu es dans l'exécution et que tu fais du test and learn, des fois, tu n'y arrives pas, d'autres fois, tu y arrives et c'est là que tu récupères les bénéfices de tes actions. Donc voilà, après ça, c'était la première partie. Puis après, on a développé d'autres entreprises et dernièrement, on a écrit le livre « On lâche rien » avec Fatiha où on nous a demandé, l'histoire était tellement ouf qu'on nous a dit « Écoutez, ce serait bien que vous reposiez ça dans un livre ». Et on a eu l'idée en fait de faire un livre où toutes les anecdotes que je peux te raconter sur notre vie entrepreneuriale avec Fatiha, chaque fin d'anecdote dans le livre, tu as un QR code, tu scannes, tu tombes sur la vidéo qui illustre le propos. Génial. Donc tu as vraiment la preuve de tout ce qu'on peut te raconter et surtout, ces vidéos et ce livre, c'est vraiment les méthodes que nous on a mis pour pouvoir arriver
à nos résultats. D'accord, Et c'est ok. ça qui en fait une grosse différence. On a passé quasiment 1 an à l'écrire, à poser vraiment tous les concepts qu'on a, toutes les leçons qu'on a apprises, notre réseau, comment on a atteint certaines personnes, quelles ont été les tuiles, parce qu'on raconte pas que la réussite, on Bien raconte sûr. aussi les difficultés qui sont réelles. Mm. Et du coup, on a posé ce livre-là. Et dernièrement, le 13 décembre, je suis allé voir mon papa et je lui ai dit, j'ai écrit un livre. Et je lui ai dit, alors, papa, est-ce que tu es fier de moi, tu vois, parce que j'ai toujours cherché ça. Mm. Et mon père, il m'a regardé, si tu connais les pères algériens, il m'a dit, ah, Bien sûr. laisse-moi tranquille, laisse-moi regarder la télé. Tu vois. Je lui ai dit, mais papa, t'es fier de moi? Et il me regarde, et là, il a écrit la suite de notre histoire avec Fatiha. Quand il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, écoute, mon fils, avec ta maman, nous, on s'est sacrifiés pour que vous puissiez vous élever socialement avec tes frères et sœurs. Et dans son cœur, il a toujours eu l'envie de faire quelque chose en Algérie, d'entreprendre en Algérie, mais il m'a dit, écoute, moi, j'ai ni les moyens, j'avais ni les moyens, ni les connaissances. Là, aujourd'hui, il a 88 ans. Il m'a dit, tu veux que je sois fier? Fais-moi quelque chose en Algérie. Ouais. J'étais là, ok. Tu vois, c'était le 13 décembre 2023. Et mon père, il habite à Lyon. Nous, on habite à Lille. Je sors de chez mon père. Je dis, écoute, pas de souci, papa. J'appelle ma femme. Je lui dis, écoute, mon père, il m'a dit ça. Ma femme, elle me dit, mais laisse-moi tranquille, ça fait 5 ans qu'on galère, c'est dur, l'entrepreneuriat, c'est fatigant, et entreprendre en couple, c'est d'autant plus fatigant. Et du coup, je dis ça, elle me dit, écoute, laisse-moi tranquille, prends le train, rentre à la maison. Et pour te montrer comment j'ai une femme exceptionnelle, je prends le train, j'arrive à la maison, elle me pose sur la table, elle avait imprimé les billets qu'elle avait pris. Elle me dit, écoute, c'est pour ton père, faut qu'on le fasse. Et elle me dit, même mes parents vont être fiers de ça. Elle me dit, écoute, on s'en va le 20 décembre avec les enfants. Mais elle me regarde, elle me dit, mais tu te démerdes. Faut que tu ailles vite. Elle me dit, parce que là, en Algérie, on entend beaucoup de gens qui disent, ouais, faut pas entreprendre, ils vont te couper les ailes, c'est pas un pays pour entreprendre. Plein de choses négatives qu'on entend des gens. Bien sûr. Et elle me dit, mais tu vas vite et on essaie de le faire bien. Et du coup, le 20 décembre, on y est allé. On a déclenché pas mal de choses. J'ai fait des posts LinkedIn pour rencontrer certaines personnes. Et franchement, l'aventure algérienne a commencé le 20 décembre. Et du premier jour où on a commencé, comme d'habitude, j'ai pris ma caméra et j'ai créé une petite web-série qui a déjà 45 épisodes là, où j'ai documenté toute l'aventure entrepreneuriale qu'on a faite, qu'on est en train de faire en Algérie. Ok, c'est absolument génial. Et le premier point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est déjà le fait de se dire, toi, quand quelqu'un te dit n'y va pas, ou ceci, ou etc., tu laisses pas les bruits de fond, ou du moins les a priori, te monter le cerveau. Tu vas quand même te faire ta propre expérience toi-même, et notamment là par rapport à l'Algérie. Écoute, je serais un menteur de te dire que je les ai pas écoutés. Parce que ça faisait 8 ans que j'étais pas allé en Algérie. Okay. J'avais eu toujours à me dire, tiens, pourquoi pas? Parce qu'on a cette chance-là d'avoir une double nationalité. C'est vrai. En plus, moi, j'ai le passeport vert. Tu vois, c'est un Graal aujourd'hui parce que tu peux investir en Algérie, tu peux acheter en Algérie, tu peux entreprendre, tu as la liberté de circulation. Et je t'avoue, avant que mon père rallume cette flamme, j'ai toujours écouté, comme tu dis, ces bruits de fond qui disent non, je comprends. Ça va pas, c'est pas bien, c'est pas un pays pour entreprendre. Donc, j'avais des a priori très négatifs. Et en plus, je connaissais pas l'Algérie. Connaissais en tant que touriste, tu vois, t'arrives, tu manges du msemen, tu bois du thé, tu vas à la plage, tu vas voir la famille, Bien point. Sûr. Et quand on y est allé avec Fatiha la première fois le 20 décembre, on a fait cet effort de découvrir l'Algérie avec un nouveau regard, un regard d'entrepreneur. Donc tu vois, on est allé rencontrer les entrepreneurs, on a allé discuter avec eux, on a allé visiter des entreprises, et là, frérot, c'était Disneyland. Pour moi, franchement, j'étais une gamine de 4 ans à Disney, j'étais là, mais je découvrais des entrepreneurs magnifiques, avec des idées géniales, des entreprises hyper évoluées, avec des concepts très forts, une culture d'entreprise chez certains qui était vraiment très avant-gardiste. Et là, je découvre l'entrepreneuriat en Algérie. Et pour moi, c'est vraiment une révélation. Les premiers que j'ai rencontrés, j'ai eu la chance de rencontrer Yassine Oualid, le ministre. Ensuite, le ministre des startups. Donc, monsieur le ministre m'a reçu, on a pu discuter ensemble. Donc, j'ai compris un peu l'écosystème. Il m'a expliqué beaucoup de choses. J'ai eu la chance aussi de rencontrer monsieur Sider Ali Zerouki, le patron d'Algérie Venture, qui est un incubateur accélérateur. Qui, pareil, en fait, tu vois, c'est l'écosystème. Donc, on a commencé à m'expliquer beaucoup de choses. J'ai rencontré aussi des entrepreneurs qui m'ont vraiment marqué. Il y a Reda de chez Bain, il y a Shemseddine Habhoub de Investi qui m'a expliqué beaucoup de choses, qui m'a pris sous son aile, qui est devenu un de mes associés sur une boîte. Il y a Abbès qui a lancé Excel Expo. Qui a Excel Expo, exactement. Qui se passe du 5 au 6 octobre. La petite dédicace. Et du coup, il y a aussi Abbès. J'ai eu la chance aussi de rencontrer
Zakaria de Spotlight, qui lui Ouais. aussi m'a expliqué aussi tout le monde de l'influence, tout le marketing qu'on peut mettre en place, toutes les subtilités auxquelles il faut faire attention en Algérie, parce qu'on est sur un autre pays, une autre culture. Bien sûr. Donc il faut adapter aussi ta manière de parler. J'ai eu une chance énorme aussi de rencontrer El Hadi, qui aujourd'hui est devenu un de mes associés sur une boîte. Franchement, je pourrais te faire un listing de rencontres. Tu vois, je peux te parler d'Amar qui m'a expliqué plein de choses. J'ai rencontré une créatrice de contenu qui s'appelle Inès Abdelli, qui pareil, a une intelligence folle, qui franchement aussi, on a eu beaucoup de discussions et on est partenaire sur Creator Studio, Spotlight Ouais. Podcast Studio. Donc franchement, beaucoup de rencontres. Sur mes posts, je les remercie tous les jours parce que vraiment, ils m'ont accueilli. Mm. Vraiment, c'est le D'accord. mot. Ok. Déjà, on a l'accueil algérien de base Ouais, c'est qui vrai. est hyper enveloppant. Bien sûr. Donc ça, c'est génial. L'hospitalité, ça fait partie de notre culture, tu vois. Exactement. Mais en plus, quand tu vas sur une sphère business, et moi je suis arrivé, je leur ai tout de suite dit, écoutez, moi je viens pas avec ma science. Je viens là en tant qu'alternant, en tant que stagiaire. Bien Là, sûr. j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin que vous m'accompagniez parce que je veux faire les choses bien. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Ils ont pris du temps, ils m'ont expliqué les choses. J'ai redécouvert l'entrepreneuriat. Franchement, moi depuis décembre, là, j'ai appris énormément de choses. Ok. Et ça, il y a aussi beaucoup de fausses perceptions qui sont tombées. D'accord. Et là, je me suis fait mon propre avis. Donc moi, si j'avais un conseil à donner aux gens déjà, c'est que arrêtez d'écouter les autres. Allez vous confronter au pays. Faites du networking parce que c'est la clé de la réussite dans tous les pays du monde. Et allez rencontrer ces entrepreneurs algériens. Apprenez d'eux. Allez-y en toute humilité parce que je vous assure qu'il y a énormément de choses à apprendre et de compétences à acquérir en Algérie. Ok. Au final, qu'est-ce que c'est de créer une entreprise en Algérie ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile ? Parce que je me suis renseigné, j'ai vu aussi qu'il y avait des réformes plus ou moins récentes qui avaient été mises en place par le gouvernement pour faciliter l'entrepreneuriat, notamment avec des statuts d'auto-entrepreneurs, de la paperasse administrative qui a été complètement digitalisée. Est-ce que tout ça, c'est on va dire un peu juste des annonces que tu vois au gouvernement, mais c'est compliqué à mettre en place, ou alors il y a une réelle facilité au final à entreprendre, ou du moins c'est plus facile qu'il y a quelques années. Écoute, juste pour revenir sur l'anecdote de mon père, la première chose que mon père il a fait pour m'inciter à aller en Algérie, il m'a montré une vidéo du président Abdelmajid Tebboune qui m'a dit regarde, et on voit le président qui invite aujourd'hui la diaspora, les Algériens du monde, à venir en Algérie et à participer à l'économie, et il a mis tout ce qu'il fallait en place aujourd'hui pour que ce soit facilité. Okay. Le statut d'auto-entrepreneur, c'est magnifique. Ça a été mis en place par le ministère des startups. Ouais. Et on est le seul pays à avoir un ministère des startups. Hein. Tu vois, par le ministre Yassine Oualid et le président Abdelmajid Tebboune, ils ont mis ce statut d'auto-entrepreneur. Donc, en 2 clics, tu vas sur une plateforme et tu peux avoir ta carte d'auto-entrepreneur. L'imposition est à 0,5%. Si ça, c'est pas une incitation à faire ton statut. Ah ouais, c'est sûr. Et en plus, très facilement, tu reçois ta carte et tu peux commencer à facturer et tu peux travailler. Et ils ont fait aussi autre chose pour dynamiser le monde de la start-up et tout l'écosystème. Ils ont créé le statut start-up, tu vois, le label start-up. Moi, sur une de mes entreprises, je l'ai. Sur une deuxième, je l'ai demandé. Si tu es innovant, si tu fais quelque chose qui n'existe pas en Algérie ou que tu apportes quelque chose, une dynamique positive, tu peux avoir le label. Tu es exonéré d'impôts pendant 4 ans. Tu vois, donc ça veut dire que tu peux réinjecter cet impôt dans ton entreprise pour la développer. Ouais. Tu as accès à des fonds grâce à l'ASF pour venir investir dans ton entreprise. Donc tu peux faire une levée de fonds un peu comme on a sur BPI. Tu as l'ASF en Algérie. L'ASF, c'est l'ASF, c'est le African Startup Fund. Donc tu vois, c'est un fonds d'investissement étatique qui est là pour soutenir l'économie et le développement des startups. Donc tu vois, rien que déjà, juste ce que je te raconte, et il y a encore plein de choses qu'il y a autour, ça montre une dynamique qui a été instillée par le président Abdelmajid Tebboune et qui va inciter les gens à entreprendre. Maintenant, tu as le côté investissement. Et tu as beaucoup d'investisseurs algériens qui ont une réussite dans le monde et qui ont envie d'investir dans leur pays. Ouais. Par contre, ils connaissent pas les codes, ils savent pas comment le faire et c'est un peu compliqué. Donc là, pareil, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place pour permettre aux gens d'investir et d'accompagner des startups ou créer leur boîte. Donc c'est pas de la poudre aux yeux, c'est vraiment quelque chose qui existe. Tu vois, comme tu me disais, est-ce que c'est facile ? Écoute, c'est difficile partout de monter des entreprises. En Algérie, il y a l'administratif qui est lourd pour l'instant parce que c'est pas encore totalement digitalisé. Ça prend du temps. Tu dois te déplacer dans les institutions. Des fois, ça te crame une demi-journée, une journée pour aller faire certains papiers. Bien sûr. Mais il existe des choses qui font que tu peux
rentabiliser ton temps. Moi, par exemple, quand j'ai créé ma boîte, je suis passé avec Anis, mon expert comptable. Je l'ai rencontré, on s'est très bien entendu. Est-ce que j'aime les experts comptables là-bas? Tu peux parler avec eux sur WhatsApp. Tu vois, moi, je lui ai expliqué tout sur WhatsApp pour que je fasse ça. Ouais. On a toujours un lien en grosse proximité. Il m'a accompagné dans toutes mes démarches. Donc, je peux te dire que moi, j'ai monté ma première boîte en 15 jours. Ok, d'accord. Tu vois, et c'est lui qui s'est déplacé. On appelle ça des voituriers. Il met des voituriers en place. Les gars, ils vont, tu leur donnes une procuration, ils font les démarches à ta place. Et après, quand tu vas chez le notaire, tu y vas, tu valides la création de ton entreprise avec les statuts, tu signes. Moi, ce que j'aime en Algérie, c'est tu signes pas avec un stylo, tu signes avec ton doigt, tu vois, c'est avec ton empreinte. Donc, tu signes ça. Et tout ça, pour faire tomber les barrières psychologiques à l'accès à l'entrepreneuriat, j'ai décidé de créer une web-série qui s'appelle Road to Algerian Dream, où j'ai filmé absolument toutes les phases jusqu'à la création. Tu vois. Depuis que j'ai eu l'idée. Et en fait, comme je l'ai filmé en toute authenticité, en fait, j'ai des rushs bruts où, vraiment, du moment où j'ai eu l'idée jusqu'à que je fasse l'entreprise et que je la développe, tout est documenté. Et je me suis dit, ça va me permettre de donner une base à ceux qui hésitent, leur dire, regardez, voilà ce que j'ai fait. Il y a des moments où c'était plus difficile, j'ai eu des coups de mou, mais comme j'entreprends avec beaucoup d'émotions, avec le cœur, je t'avoue que quand j'ai un coup de mou, je pense à mes parents, je ferme les yeux, je dis, ok, vas-y, go. Après, j'ai ma femme derrière moi qui est toujours là en train de me soutenir parce qu'elle entreprend avec moi. Donc, elle me dit, viens, on va y arriver, on y va. Et entreprendre en Algérie, chez moi, il y a beaucoup d'émotions. Okay. Tu vois, on se reconnecte à notre pays, à notre culture. Bien sûr. Et il y a quelque chose de spécial. Tu vois, il y a une petite épice en plus qui fait que tu as envie d'y arriver, tu as envie de le faire. Et la chose qui était importante qu'on a fait et qu'on a mis dans nos entreprises en Algérie, on s'est dit, on ne va pas investir en tant qu'investisseur étranger. On a dit, on va investir en tant qu'Algérien, avec le passeport vert. Donc, si tu veux, moi, j'ai investi en tant que ressortissant algérien. Ça veut dire qu'il n'y a aucune dividende qui ressort du pays pour enrichir ailleurs. Non. Tout le bénéfice ou toute la valeur qu'on arrive à créer, on le met dans l'Algérie. Ça veut dire on réinvestit en Algérie, on se fait de l'immobilier en Algérie, on réinvestit dans d'autres entreprises, on soutient d'autres startups. Et c'est ça qui était important. Et la deuxième notion qu'on a mis avec El Hadi, quand on a créé Creator Studio, avec Zachary aussi chez Spotlight Podcast Studio, on s'est dit ce qui est important, c'est que si on crée de l'emploi, parce que là, tu vois, on a créé 10 emplois, la chose qui est importante, c'est de pouvoir soutenir aussi nos employés. Donc, on a mis deux choses en place. On a mis la première chose, c'est qu'on paye 20% plus cher que ce qui se propose sur le marché. Et on a mis aussi une culture d'intrapreneuriat. Donc, en fait, si tu veux, les employés qu'on a aujourd'hui, les collaborateurs avec qui on travaille, moi, je les pousse un petit peu à aussi penser à leurs idées et les accomplir. Donc, moi, j'essaye. J'ai une monteuse qui est vraiment top. Elle me dit, moi, j'aimerais bien être freelance. Je dis, vas-y, go, fais ta carte auto-entrepreneur en même temps que tu travailles chez nous. Et la visibilité qu'on va te donner, ça va te ramener plein de contrats. Et en plus, tu as une telle qualité de montage que vas-y, go. Tu vois, on va t'aider à monter ta propre boîte. Si demain, tu es en freelance, je peux te faire bosser en freelance. Ou tu montes ta boîte, tu continues à te développer, je mets quelqu'un d'autre à ta place et on peut aussi le stimuler. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est les entrepreneurs algériens avec qui je me suis associé sur chacune des boîtes. On avait ce mindset et on se disait, vas-y, tu sais quoi, on va développer à notre sauce, on va faire des choses à notre petite échelle pour essayer d'apporter quelque chose. Je trouve ça génial parce que en termes de philosophie d'entrepreneur, t'es là vraiment t'es pas juste là pour construire ta boîte, t'es là pour construire ta boîte et surtout apporter à tes employés énormément de valeur et que ce soit un échange parce qu'en fait t'es gagnant. Si eux ils montent en compétences via justement des missions de freelance ou quoi que ce soit, bah tu sais que toi aussi en fait tu vas aussi bénéficier de leur expérience. Après c'est soigner son réseau, donc ça ne peut que apporter au final de bonnes choses. Il y a un point tu vois qui était pour moi important, c'est que je sens que tu portes beaucoup d'attention aussi à tes employés. Et le point sur lequel je voulais revenir, c'était qu'on a parlé du fait que il y a la structure politique qui est mise en place pour faciliter. Il y a les gens qui veulent investir, donc qui veulent mettre de l'argent. L'autre branche qui est loin d'être moins importante, même la plus importante, c'est les personnes qui sont là-bas. Comment quel est ton ressenti par rapport justement aux personnes qui veulent bosser, que ce soit en entrepreneuriat ou même quand ils voient des projets d'entreprise qu'ils veulent rejoindre en tant qu'employé, en tant que partenaire, en tant que freelance. Voilà, comment tu sens l'énergie en fait qui est là-bas auprès des gens?
Écoute, il y a différentes énergies. Il y a la première énergie des Algériens qui sont là-bas, qui ont une compétence et qui ont envie vraiment de bosser. Donc ça, c'est hyper motivant Ouais. parce qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises qui se développent là-bas avec une vraie culture d'entreprise. Ok. Donc on voit, moi je suis allé chez Bain par exemple, Ouais. j'ai été vraiment très touché par cette entreprise parce que j'ai vu, tu sais, c'est un énorme... bureau ouvert Bien sûr. où tu vois, il y a une énergie. Moi, il m'a tué. Il y a une salle de sieste, Ok. il y a un endroit où il peut faire du sport. Mm. Donc, tu vois, il a ramené cette mentalité qu'on peut voir chez Google, il l'a ramené en Algérie Ok. et il a mis ses employés dans de très bonnes conditions. Mm. Donc, ça a été très inspirant pour moi et je me suis dit, mais il faut que moi aussi, je vienne dans cette mentalité, dans ce mindset. Donc, c'est ce qu'on a essayé de mettre aussi chez nous, de mettre bien les gens. En plus de ça, tu as beaucoup de gens qui sont très positifs, qui sont très engagés pour l'Algérie, très engagés pour développer l'écosystème algérien. Donc, il y a une dynamique positive qui te porte. Si tu trouves les bonnes personnes, ça te porte. Mais comme partout, tu as aussi des gens qui sont un peu dissidents, qui vont un peu essayer de t'écraser. Ouais. Tu vois, faut pas se cacher. Hein. Moi, je suis quelqu'un de la diaspora. Je suis pas né en Algérie. Et de revenir en Algérie, ça peut être... Les gens, ils ont beaucoup de barrières, tu vois, à te laisser passer. Ils ont un mécanisme de défense qui est totalement compréhensible. Bien sûr. Et ils ont besoin aussi de beaucoup te tester, de se faire une idée sur toi. Donc moi, tu sais, je suis arrivé, j'ai fait beaucoup de com, j'ai beaucoup parlé comme je fais d'habitude. Bien sûr. Tu vois. Je hurle partout, je dis ouais, c'est génial et tout. Et les gens, ils ont Bon, on a la cru- voix qui porte. Hein. Les Ouais. Algériens, on a la voix qui on porte. aime parler, on aime... Et du coup, il y en a beaucoup qui ont cru que c'était des effets d'annonce. Qu'en fait, je parlais beaucoup, mais que je ne faisais rien. Et c'est, après analyse et après beaucoup de discussions avec beaucoup de personnes là-bas, ils m'ont dit, ouais, mais parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait du bruit et ça a fait pchit. Ok. Et moi, dans ma tête, quand j'ai commencé à en parler, comment j'ai commencé à y aller, tu me connais, moi je suis déter, tu vois, donc je me suis dit, ok, j'ai mon objectif, je vais y aller. Et j'ai utilisé la com pour vite me faire du réseau, me faire connaître, avoir accès à certains networking qui m'ont permis vraiment d'avoir un réseau très qualifié avec des gens très inspirants et très aidants. C'est ça qui est important, très soutenant. Et j'ai commencé à avancer comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ouais, mais bon, c'est des effets d'annonce, il va pas tenir et tout. Et quand j'ai ouvert la première boîte Creator Studio, que ça a été public, on a dit, voilà, les bureaux sont là, et que les gens, ils ont vu du concret, de l'exécution. C'est-à-dire la communication, plus de l'exécution. Tout de suite, ça a posé beaucoup de gens qui étaient un petit peu réticents, et ça a fait tomber certaines barrières. Ils m'ont dit, ok, c'est bon. T'es cohérent avec ce que tu dis et ce que tu fais. Et du coup, ça m'a permis de gagner ma légitimité, ce qui est tout à fait normal. Et ça a ouvert d'autres portes. Et là, franchement, je suis hyper content. Les choses, elles commencent à avancer. Tu vois, on a ouvert Creator Studio. C'est les premiers studios de création de contenu à l'ampleur à laquelle on les a ouverts. Tu vois, il y a d'autres Algériens qui ont ouvert des studios de podcast pour enregistrer, qui sont très bien faits. Et moi, je voulais faire un espace pour donner la facilité à tout le monde de venir faire du contenu, de venir dans les espaces avec une idée, de s'asseoir et de pouvoir l'exécuter rapidement. Mais pas forcément que sur le podcast, sur des émissions de cuisine. Si tu as une idée d'émission aussi, on a fait des studios qui sont un peu plus grands, de 150 mètres carrés, où tu as tout les caméras, le mobilier, les lumières, les techniciens. Tu as une idée, tu dois faire un pilote pour la vendre au sponsor, tu viens, tu fais ton pilote, tu rentres chez toi, et après tu vends ton pilote et ça t'a coûté moins cher que de mettre une équipe dédiée, de louer un lieu, et toute la logistique est compliquée quand tu veux aboutir une idée. Donc c'est ça l'idée qu'on a eue avec Creator Studio. Donc on l'a fait aujourd'hui à Alger, à Hydra. Le premier, on l'a fait avec Mediacorp, ensemble, on a fait les premiers studios. Et quand on l'a ouvert en juillet, il y a eu un tel engouement. J'ai ressenti vraiment qu'on répondait à un besoin. Et vraiment, les gens nous ont dit, mais c'est génial, c'est top. Et je me suis dit, attends, faut qu'on accélère. On s'est regardé avec El Hadi et avec Zach, on s'est dit, les gars, faut qu'on accélère. Inès Abdelli, elle m'a dit, ouais, franchement, les gens, ils sont hyper positifs. Et Bien sûr. J'ai dit, ok, bon, bah, vous savez quoi, maintenant, je vais faire une première levée de fonds. On va voir ce que ça donne. J'avais jamais fait de levée de fonds en Algérie, j'en ai fait en France. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire une levée de fonds. Je me suis dit, je vais pas la faire comme tout le monde. Je vais faire comme je fais d'habitude. J'ai fait un post. Il y a 15 jours. Je fais un post. Je dis, écoutez, j'ouvre l'actionnariat chez Creator Studio. Je cherche 15 millions de dinars, qui est l'équivalent de 120 000 euros, si tu veux. Ou 120 000 euros. Et du coup, je dis, voilà, j'ouvre le capital. Je fais un post. Je te promets, mec, je poste.
je reçois une blinde de messages sur LinkedIn. Ouais, hyper intéressé, parle-nous, dis-nous en plus. Sur WhatsApp, tous ceux qui sont dans les groupes que j'ai Ouais. créés et tout, paf, tout le monde m'écrit, ouais, on est hyper intéressé, moi je veux investir, je savais pas. Et je repère quelque chose, c'est que la première chose qu'il me dit, c'est que, en fait, on avait peur. Je faisais peur de quoi? Ouais, on avait peur, on connaît pas, on n'a pas de tiers confiance là-bas avec qui le faire. Donc, je repère qu'en fait, il y a plein de barrières psychologiques qui sont compliquées. Et il y en a, ils me disent, en fait, le fait que tu partages spontanément, en toute transparence, ton contenu sur LinkedIn comme ça et qu'on le consomme, ça nous a ouvert des perspectives et nous aussi, on a envie de le faire. Et le fait que toi, tu aies ouvert ta boîte et que c'est du concret, vas-y, on vient avec toi. Je te promets, hein, en 24 heures, j'avais déjà 30 millions de dinars qui étaient bouclés. Il y avait tellement de monde que j'ai augmenté à 45 millions. J'ai rajouté 2 investisseurs supplémentaires. Parce que j'ai deux couples très touchants qui m'ont écrit, qui m'ont dit ouais, génial. On avait des histoires similaires. Il y avait Idir Asia, il y a Mohamed avec sa femme. Et du coup, voilà, je parle avec eux. Ils m'expliquent, ils me disent écoute, on a toujours eu envie d'investir en Algérie. On ne savait pas avec qui le faire. On veut bien le faire avec toi. Et tu vois, derrière, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'argent qui était en attente et qui voulait être investi en Algérie. Donc je dis ok, je vous accompagne. Là, on fait tous un voyage tous ensemble là, le 28 et on se rejoint tous à Oran parce que j'ai fait cette levée de fonds pour ouvrir le 2e studio à Oran. Donc là, on va tous à Oran, on va visiter des lieux, on boucle le lieu et après on fait les travaux et on commande les caméras, on met tout ce qu'il y a en place pour démarrer le 2e studio à Oran. Ok. Je trouve ça comme quoi ça va vite, non? Ça peut aller hyper vite. Faut rappeler que là, on est en train de tourner l'épisode, on est mi-septembre. Toi, tu as commencé vraiment cette aventure en Algérie il y a 9 mois, grosso modo, c'était le 20 décembre. Il y a 9 mois, et les Creator Studio, on a eu l'idée en février 2024. Ok, d'accord. Et depuis février, on a fait les travaux. Donc, tu vois, on a quasiment 500 mètres carrés de studio à Alger, à Hydra, chez Creator Studio. On a un 2e à Cheraga avec Spotlight Podcast Studio, qu'on est en train de faire avec Inès Abdelli. Donc, c'est un 2e qui va ouvrir d'ici quelques semaines. On a le 3e qui arrive d'ici décembre à Waharan. Donc, tu vois, en fait, c'est la clé. Hein. Même en France, tu fais des travaux, faut avoir, partout dans le monde, il faut avoir ton équipe d'artisans. Donc là, moi, j'ai la chance que Lahadi, il a vraiment son réseau. Donc, on avait des artisans qui étaient top, qui nous ont fait un travail de qualité. Tu l'as visité ce matin, tu as vu le lieu, je t'ai montré sur Franchement, j'ai vu le site. Alors déjà, si vous n'êtes pas en Algérie, vous n'êtes pas vers Alger, déjà, je vous conseille vraiment d'aller sur le site parce que c'est génial. Je trouve que ce que tu as fait, c'est que en fait, tu permets de faire tellement de décors et offre tellement d'opportunités avec ce studio. Et bien sûr, si vous êtes à Alger, il faut aller le faire, hein, en fait. Il faut aller le visiter, cet endroit. Tu vois, ce que tu viens de dire m'interpelle sur une chose. J'ai pas inventé l'eau chaude. Des studios, comme on a fait de podcasts de création de contenu, ça existe à Dubaï, t'as Podster, ça existe en France, il y a Podspace, par exemple. James et Eddie, ils ont fait un travail fabuleux. Et ça, c'est des choses qui m'ont inspiré aux États-Unis. Il y en a balle, franchement, il y a énorme. T'as Webedia en France, ils ont fait ça pour les créateurs de contenu. En regardant tout ça et quand je suis arrivé en Algérie, je me suis dit, tiens, il y a une porte, il y a une opportunité à prendre. Là, je me suis dit, tiens, ça n'existe pas, faisons-le. Exécutons ça ici, mettons-le à disposition, faisons des prix cohérents. Du coup, on l'a fait. Et c'est ça, quand tu veux créer une entreprise, t'es pas obligé d'inventer. On est d'accord. T'es pas obligé d'inventer un truc. Tu repères un besoin, tu repères une problématique et tu mets la solution en face qui va répondre à ce besoin. Complètement. Et tu fais une analyse de marché parce qu'on a fait une grosse analyse tarifaire. On a fait des demandes de devis pour faire des podcasts chez plein de prestataires. On s'est dit, tiens, combien ça coûte? Bien sûr. Et après, nous, on a adapté notre offre avec ce qui existait sur le marché pour être quasiment entre 40 et 50% moins cher que ce qui existait, pour se dire, voilà, on va ubériser la création de contenu et on va donner l'accès plus facilement à ceux qui veulent le faire. Et ce que tu as dit, c'est important et souvent, je pense que les gens l'oublient. Alors, d'une part, effectivement, il y a le fait de dire, en fait, entreprendre, c'est pas réinventer la roue, c'est faire... c'est prendre quelque chose qui existe et le faire à sa sauce, se différencier. Et c'est pour ça que c'est hyper important aussi d'aller regarder ce qui se fait ailleurs. On voit plein de business qui se sont lancés, par exemple, en France, qui ont été calqués sur des modèles qui existaient aux États-Unis ou juste dans d'autres pays, qui vont dans d'autres pays. On voit aussi des pays qui sont appelés pays en développement, des personnes qui exportent justement des concepts de France, je dis n'importe quoi, vers d'autres pays. Et en fait, entreprendre, c'est aussi ça. C'est aussi, tu peux juste t'inspirer de concepts qui existent ailleurs, qui n'existent pas forcément dans ton pays ou qui sont pas faits
de telle ou telle manière et apporter ta manière, ta sauce, ta créativité pour monter ces projets-là. Exactement. Et en plus, la notion importante en Algérie, c'est qu'il y a un time to market. Tu as l'État qui pousse à l'entrepreneuriat, qui ouvre aussi le pays et qui dynamise l'écosystème. Et c'est le moment, tu vois, c'est le moment de le faire. Donc en fait, si tu veux, il y a eu une croisée des chemins. Mm. Nous, quand on y est arrivé, il y avait un dynamisme qui était là depuis déjà plusieurs mois. Moi, j'ai rencontré des Algériens, avec Fatia, on a rencontré des Algériens qui sont là qui étaient là depuis plusieurs mois, qui sont des précurseurs, qui sont installés bien avant, Ouais. qui ont déjà fait des choses et qui sont en train de bénéficier de cette accélération. Donc, tu sais, l'Algérie, elle n'a pas commencé quand nous, on y est allé. Hein. Ah ouais, c'est Nous, on sûr. l'a juste découvert et on a fait une chose que moins de gens font, c'est qu'on le partage spontanément. C'est un risque, hein. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est bien sûr. vraiment un risque de beaucoup s'exposer comme ça. Mm. C'est beaucoup d'énergie. Tu vois, parce qu'on reçoit aussi. Franchement, je te dis très honnêtement, j'ai reçu beaucoup de messages dissuasifs de gens qui m'attaquent, de menaces. Franchement, c'est hyper compliqué à gérer. Ouais. Mais si tu veux, dans mon mindset, ouais, si tu veux, moi, d'où je viens, frère, moi, la première fois que j'ai marché, j'avais 7 ans, donc j'étais en fauteuil roulant. Quand j'ai grandi, on a toujours étouffé mes ambitions. J'ai toujours eu beaucoup de gens qui étaient contre moi, que ce soit, même quand j'ai fait monter mes propres boîtes ici, Bien il y sûr. avait beaucoup de gens, tu sais, dans le conflit, quand tu rentres dans la concurrence, il n'y a pas de cadeau. Il y en a certains, ils comprennent pas que la concurrence, c'est quelque chose de positif. Donc, c'était compliqué. Mm. Et je t'avoue, quand ça arrivait là, j'avais tellement envie de le faire et j'avais tellement d'émotions positives que j'ai mis ça de côté. Donc, il y a ça aussi, il y a cette notion, tu as ton idée, tu veux le faire, faut l'adapter au marché. Tu vois, avant de lancer Creator Studio, Bien sûr. j'allais 2 semaines par mois en Algérie. Ok. Et j'ai rencontré énormément de gens. Là, tu vois, aujourd'hui, je me suis installé en Algérie. J'ai un appartement à côté des bureaux. J'y suis très régulièrement. Les équipes, on est toujours en lien. J'ai un gros cercle d'Algériens avec qui je partage régulièrement. Quand j'ai des doutes, je partage avec eux. Je leur dis, mais écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Et je prends les avis et j'en fais ma petite tchouk-tchouka, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est aussi important. Il faut rester très ouvert à la critique. Il ne faut pas aller avec une idée fixe. Si vous avez un business que vous voulez lancer en Algérie, faites un business plan comme si vous alliez le lancer ici. Et après, allez le confronter à la réalité là-bas et faites-le évoluer par rapport au business model qui existe là-bas. Et ensuite, vous allez pouvoir le maturer. Mais n'allez pas en vous disant « Ah, j'ai une idée, je veux le faire en Algérie. » Et allez Bien là-bas sûr. comme ça, sans avoir rien travaillé. Non, non, préparez-le. Tout ce que nous, on a fait là-bas, on a pris beaucoup de temps à le préparer. Et lorsqu'on est arrivé, on l'a adapté. Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je le vois déjà, même avant même de parler de l'aspect culturel. Il y a des personnes qui veulent entreprendre aussi, qui viennent me voir et des fois qui me parlent de leurs projets, tu vois, des projets même qui sont des projets qui sont à l'école, etc., des étudiants. Et ils viennent me voir, ils ont une idée en tête, ils disent ok, on va faire ça. Ils en parlent à leur prof leur dit c'est une bonne idée, c'est pas une mauvaise idée. Mais ils ont un projet, ils ont parlé à aucun client, aucun potentiel client. Ils connaissent pas le besoin potentiel. Est-ce que ces gens seraient prêts à payer? Est-ce que l'idée répond à un réel problème, tu vois? Et en fait, ce chemin-là, déjà, c'est la base. C'est la base de l'entrepreneuriat. Et ensuite, derrière, tu rajoutes la culture. Derrière, tu rajoutes la culture quand tu te dis tu veux faire ça dans un autre pays. Moi, j'ai fait aussi une année d'études à Singapour. Donc, on a étudié, tu vois, la différence entre faire du business en Asie et faire du business en Europe, qui est complètement différente. Là, c'est pareil. Faire du business en Europe, faire du business en Afrique. Et encore en Afrique, dans quel pays? Enfin, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et ne jamais se dire, OK, tiens, j'ai une idée, je vais faire ça, c'est sûr, ça va marcher. Non, il y a des besoins clients, tu es obligé d'adapter ton offre, ta proposition de valeur et ta manière de fonctionner à l'environnement. Je suis tout à fait aligné avec toi. Et la notion, là on parle de plusieurs pays, là ce qui est magnifique, c'est que l'Afrique, vraiment toute l'Afrique, c'est en train d'exploser. Moi j'ai des potes qui sont sénégalais, ils sont en train de se régaler au Sénégal, de monter des boîtes. J'ai des potes tunisiens qui sont en train de monter des boîtes aussi là-bas. Il y a un vrai dynamisme positif. Et l'Algérie, on a la chance, c'est que c'est la porte d'entrée à l'Afrique. Donc ce que tu crées en Algérie, si tu le fais bien, que tu structures bien, que tu as vraiment le bon cadre, après, tu peux vraiment ouvrir à l'Afrique sans problème. Il y a beaucoup d'accords entre l'Algérie et beaucoup de pays africains. Donc, il y a des facilités. Il y a même, ils ont créé un fonds africain dernièrement. L'Algérie a beaucoup investi dans ce fonds pour dynamiser les initiatives à l'international et notamment sur le territoire africain. Donc, franchement, il y a même le African Summit qui se passe en décembre en Algérie, où franchement, il y a tout
l'Afrique qui est là en Algérie. Ok. Donc, c'est vraiment... si vous avez envie d'entreprendre en Afrique ou en Algérie, c'est le salon sur lequel il faut être parce que vous allez rencontrer tout l'écosystème africain et c'est hyper bien structuré. L'année dernière, ça a fait un carton. Là, cette année, ils remettent la deuxième, une nouvelle édition. Je crois que c'est pas la deuxième, ils ont fait plusieurs éditions. Donc, moi, j'y serai obligé. Ok. Si tu veux faire dans le e-commerce, tu as le salon Excel Ouais. qui se passe là en octobre. C'est le moment. D'accord. Faut vous dire que On vous mettra les liens. Ouais, on vous mettra les liens tu parce mets que les liens, bien parce que, sûr. Si tu veux, le e-commerce en Algérie est en train d'exploser, mais même en Ok. Afrique. Et il y a plus de 500 millions d'internautes, mec, et c'est incroyable. Parce que ce qui est bien en Algérie, avant, il n'y avait pas cette facilité d'exécution avec la livraison, le dernier kilomètre et tout ça. Donc là, il y a des entreprises qui se sont créées sur la livraison, donc c'est hyper facilité. Tu as plein de web designers qui peuvent te faire ton site hyper rapidement. Tout est simple, tu vois. Et donc, franchement, c'est un marché à prendre aussi, qui est vraiment émergent. Donc, moi, je vous conseille d'aller sur ce salon. En plus, j'ai regardé les billets d'avion, t'en as pour 50 €, 70 € à aller en Algérie pour aller participer au salon. Tu vois, c'est ça. Ça, c'est des vrais conseils. Tu veux faire des choses en Algérie, va participer à tout ce qui est mis en tous les place. salons, bien sûr. Tu vas avoir de la chance de faire du networking dans un salon. Tu vas rencontrer l'écosystème, tu vas rencontrer les solutions qui existent là-bas. C'est ça, la base, déjà, avant de vouloir entreprendre. Fais-toi ta propre expérience et tu vas voir que beaucoup de barrières vont tomber. Entièrement d'accord. Pour toi, je dirais que je te dis ça de l'extérieur, hein, t'as deux super pouvoirs. Le super pouvoir, c'est ton réseau et LinkedIn. Et tu as une capacité à communiquer. J'imagine que t'as levé plein de barrières à se dire, OK, ben là, j'accepte de communiquer, de partager ma vie, etc. Mais peut-être je vais commencer par LinkedIn. On te voit beaucoup poster sur les réseaux. Et LinkedIn, j'ai l'impression que ça t'a ouvert un nombre d'opportunités qui est juste incroyable. Franchement, LinkedIn, on l'a découvert en 2019 quand on avait lancé Papépi. Déjà, tu vois, moi, je l'ai utilisé à la base des bases parce que j'avais aucun réseau. Il fallait que je rentre dans la grande distribution. D'accord. Donc, dès que j'ai découvert LinkedIn et que j'ai vu que c'était un annuaire où tu pouvais trouver tous les professionnels à qui tu pouvais écrire directement en messagerie privée et qui répondaient 1000 fois plus que si c'était un simple mail, je me suis dit, OK. Donc, tu vois, j'avais commencé en allant chercher les acheteurs de chez Monoprix. J'avais trouvé leurs contacts. Et derrière, je leur envoyais des emails et j'avais trouvé l'adresse du siège de Monoprix. Je leur envoyais des colis à leur nom. C'est comme ça que j'ai commencé à me faire mon réseau en grande distribution. Et quand ils ne répondaient pas, j'étais allé au siège comme ça, livrer moi-même mon premier colis. Et j'avais fait une dégustation sauvage. J'avais posté une vidéo où je leur parlais directement. Je les ai tagués sur le post. 2 heures après, je reçois un coup de fil de la directrice des achats qui me dit attends, c'est quoi cette vidéo, machin? On ne vous connaissait pas et tout. Et du coup, ça a monté mon dossier sur la pile, parce que les acheteurs reçoivent, tu te rends pas compte, mais ils reçoivent des messages et des dossiers tous les jours de marques qui veulent se lancer. Ça a monté le dossier, ils nous ont reçus. Derrière, on a obtenu avec une vidéo 235 magasins. Ça a fait exploser Papépi au tout début. Et après, j'ai continué comme ça, et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire mon réseau, à faire un build-in public, donc vraiment raconter toute l'entreprise, et ça a ouvert beaucoup de portes de réseau. Et LinkedIn, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est pas comme Insta. C'est pas tu postes sur Insta ou sur TikTok et tu es dans un périmètre régional ou national parce que tu fais du contenu français. En fait, l'algorithme LinkedIn, il marche par rapport à un maillage de réseau. Donc en fait, si tu as quelqu'un qui est basé à Dubaï, en Algérie, en Tunisie, en Angleterre, aux États-Unis, et qui suit ton contenu et qui le like, ça va ouvrir ça à son réseau qui, lui, est sur une autre région. Donc en fait, ce que je ne m'étais pas rendu compte au tout début, c'est que LinkedIn était en train de me créer un réseau international, de donner de la visibilité à mon contenu de façon internationale. Donc c'est pour ça que les vidéos, si elles sont en français, elles sont moins consommables. Mais par contre, je faisais très attention au texte qui accompagnait la vidéo. Et ce texte-là, tu as juste à appuyer sur traduire, et le texte, il est dans toutes les langues du monde en fonction de celui qui consomme. Donc je fais très attention à ce que je dis dans la vidéo et de transposer ce qu'il y a dans la vidéo et les enseignements et ce que je veux transmettre dans le texte. Donc en fait, mon contenu, il s'est internationalisé, où quand j'allais à Dubaï, je faisais un post en disant je suis à Dubaï, et franchement, je recevais 1000 messages. J'ai fait des vidéos là-bas où je faisais du networking. J'ai organisé une soirée networking, elle s'est bouclée en 24 heures, on s'est retrouvé avec 100 entrepreneurs et j'ai appris beaucoup de choses. En Tunisie, j'étais en voyage, j'ai juste fait un petit post disant écoutez, je suis en Tunisie, j'ai fait un petit Pékin Express en Tunisie
où j'ai Ok. pas dormi dans un seul hôtel, où j'ai dormi chez beaucoup d'amis tunisiens qui nous ont, d'amis LinkedIn, tu vois, Ouais. d'amis LinkedIn qui nous ont accueillis, et qui nous ont montré le business là-bas. Ok. Et quand je suis arrivé en Algérie, en fait, je me suis rendu compte que les entrepreneurs me connaissaient. Ils connaissaient mes antécédents d'entrepreneurs. Donc, ça m'a facilité dans la création du réseau que j'ai fait en Algérie. Bien Parce que sûr. quand on se parlait, ils avaient l'impression de me connaître. Et ce que j'avais partagé et les conseils que je donnais, ça leur avait parlé, ça a créé un lien très rapidement, ça m'a crédibilisé plus rapidement et ça va vraiment aider. Il faut vraiment dire que sur LinkedIn, on fait du chiffre d'affaires. Ouais. Là, moi, je conseille, j'accompagne, je suis coach pour certaines entreprises, pour certains entrepreneurs, les aider à prendre la parole sur LinkedIn, à faire leur personal branding. Parce que je te Ouais. rappelle que moi, à la base, je suis infirmier spécialisé en analyse comportementale. D'accord, ok. Donc en fait, moi, faire mon personal branding, ça m'a demandé de faire une introspection. J'ai fait ma propre psychanalyse et j'ai posé toutes les thématiques et toutes les choses que je voulais partager. Donc Ouais. j'ai posé le cadre. Et ça m'a fait ma personnalité publique. Quand tu fais du personal branding où tu prends la parole sur les réseaux sociaux, c'est très, très important de faire déjà ce premier travail d'introspection, de savoir qui tu es pour pouvoir l'expliquer et l'exprimer aux autres. Ouais, complètement. Et d'avoir toujours une ligne directrice sur ce que tu vas partager, businessment parlant. Moi, tu ne me vois pas partager ma vie privée. Tu me vois Ouais. partager ma vie business. Ouais, Et c'est vrai. c'est ça qui a été la grosse différence. Donc, du coup, aujourd'hui, j'accompagne des gens. Et ça m'a permis d'avoir des contrats. Par exemple, je te dis, il y a 1 an et demi, j'ai fait quasiment 700 000 € de chiffre d'affaires grâce à LinkedIn. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, et c'est pas négligeable. Ça m'a permis de faire du chiffre sur plusieurs boîtes. Et cette visibilité, elle est très importante. Et l'anecdote, quand je suis arrivé en Algérie, je me suis rendu compte que LinkedIn était sous-utilisé. Ouais. Tu vois, et je trouvais ça dommage, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment des entrepreneurs qui pouvaient donner beaucoup de conseils à d'autres entrepreneurs dans le monde. Et je me suis dit, c'est dommage. Et j'ai commencé à avoir quelques discussions avec certains. Je leur ai dit, mais l'algorithme, il va pas se fixer que à l'Algérie. Ça veut dire que même si tu parles de ta boîte et que tu parles d'une certaine manière et que tu partages du contenu en Algérie, ça va être visible à l'international et ça va te préparer sur ton plan d'internationalisation. Et du coup, moi, je connais très bien Jérémy de Favicon, le patron de Favicon. Ouais. Et sur une discussion ensemble, je dis, écoute, c'est cool, il y a des top 100, top 200 partout dans le monde et tout. Il y a le top 100 France. Moi, j'étais dans le top 100 France. Il y a un moment, j'étais numéro 3, j'étais numéro 12, franchement, et ça m'a beaucoup aidé. Et ce classement, quand il est sorti, ça booste ton profil, bien tu sûr. vois. Et il y a plein de gens qui viennent se connecter, et ça t'ouvre encore ton réseau. Et du coup, je dis, mais Jérémy, pourquoi il n'y a pas un top 100 algérien? Il me dit, ok, on pourrait le faire et tout. Je dis, vas-y, go, on le fait. Au début, il m'a dit, ouais, c'est important que ce soit sponsorisé. Je lui dis, écoute, viens, on le fait. On le lance déjà, juste pour voir comment c'est accueilli en Algérie. Donc, en mars dernier, on lance le top 100 Algérie. Je le balance comme ça, comme une bombe. Et du coup, il y a eu 2 écoles. T'as eu l'école qui disent, ouais, vous prenez pour qui pour faire un classement? Mais non, on n'est pas là à classer les gens. En quoi il est légitime? On a dû expliquer que c'était un algorithme, une IA. Nous, on n'avait rien à voir là-dedans. C'était mis dans un algo. C'était calculé par rapport à ton reach, par rapport à tes commentaires, par rapport à tes likes, par rapport à ta fréquence de post, à ta présence sur le réseau. Et il y avait quand même 3 millions d'utilisateurs algériens. Et on a fait un classement sur le top 100. Donc, t'en as qui n'étaient pas contents d'être pas être dans le classement. Machin. Fallait expliquer. Il y avait toute une phase d'éducation. Mais fallait le faire. Ouais. Donc, on l'a fait. Donc, ça a au moins éveiller des consciences. Et il y a une autre partie qu'on dit c'est cool, c'est génial, parce que eux, ils partageaient sur LinkedIn et ça les a boostés pour pouvoir augmenter leur ranking dans le classement. Donc tu vois, et après, ce qui a été cool, parce que j'avais tout un plan de communication, j'ai fait un plan énorme. J'ai balancé le classement, mais juste avant, j'avais contacté le top 100 et je leur avais tous envoyé une image en leur disant, voilà, ça c'est ton classement, venez, on va le balancer demain. Tout le monde poste en même temps. Ah, oui, donc du coup, tout le monde en a parlé. Du coup, franchement, ça a fait un buzz, c'était très cool. Et c'était un plan à plusieurs étapes. Il y avait déjà sensibiliser. La deuxième chose, c'est que je voulais stimuler à créer des formations pour LinkedIn. Tu vois, pour la prise de parole, ce qui se passe partout dans le monde. Tu vois. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Parce que 2 semaines après, il y a une école qui m'a appelé, qui m'a dit, est-ce que tu peux venir faire une formation? Nous, on a créé des masterclass et on a commencé à faire des masterclass sur comment nous, on utilisait LinkedIn, en expliquant tous les leviers, comment faire un post, comment le structurer, comment faire du personal branding. Donc ça a été très, très cool. Et ça a bien stimulé l'écosystème. Et après, on s'est dit, on refera un classement après. Donc là, il y en a un nouveau qui est sorti il y a quelques jours. On a rebalancé. Et le classement est beaucoup plus qualitatif.
le classement a complètement changé. D'accord. Et il y a des scores très, très forts. Et pendant ce laps de temps, moi, je l'ai remarqué. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à de plus en plus partager sur. Bien sûr. Et ça a donné beaucoup de visibilité à l'Algérie sur ce réseau. Moi, déjà, je parle beaucoup de l'Algérie Bien sur sûr, mon ouais. propre réseau. Donc, il y en a beaucoup qui m'en ont voulu me dire ouais, pourquoi tu parles de l'Algérie? C'est nous, c'est la France qui t'a Ouais. élevé socialement. Je dis ouais, ok, mais tu peux pas me demander de choisir entre mon père et ma mère. Moi, j'ai été élevé avec l'Algérie, avec la France. Je suis hyper content. J'ai eu beaucoup d'opportunités. Voilà, j'aime les deux. Donc, j'ai pas à me partager. Là, aujourd'hui, je Bien commence sûr. mon aventure en Algérie. Donc, je le partage spontanément et je kiffe. Et ça a permis vraiment de donner beaucoup de visibilité. J'ai créé aussi Algerian Dream Networking. Ouais. Donc ça, j'ai fait exprès de créer ce groupe-là. Tu vois, en moins de 8 mois, on a quasiment à 30 000 personnes qui suivent sur une page professionnelle sur LinkedIn avec un reach comme on a. Ouais. Je partage vraiment beaucoup d'informations sur l'Algérie. Mm. Donc c'est vraiment pour sensibiliser le monde entrepreneur LinkedIn sur ce qui se passe en Algérie. Et je partage beaucoup de choses. Franchement, j'ai un beau ranking et j'ai un bon reach sur cette page. Et ça fait une page professionnelle positive sur l'Algérie. Mm. Donc voilà, ça m'a permis vraiment, vraiment de faire rayonner l'Algérie et on continue. Non, mais c'est vrai. Même moi, tu vois, j'ai découvert. Au final, en fait, je découvre des entrepreneurs en Algérie simplement en suivant ton profil. Parce que je vois avec qui tu interagis et je vois des choses et je me dis, bien, c'est génial, en fait. Voilà, il y a des personnes comme ça que je ne connaissais pas parce que je les voyais pas, c'était pas dans mon fil d'actualité. Et grâce à ça, ça permet de découvrir énormément de monde et de voir ce qui se passe là-bas. Est-ce que quand on a la visibilité que tu as, on se dit qu'on a un peu un rôle et du coup une sorte de pression sur les messages que l'on partage sur le côté éducation, visibilité d'un pays, parce que au final, tu as une forte visibilité qui, à l'échelle d'un pays, tu vois, c'est l'image que l'on peut avoir de l'Algérie qui, des fois, à tort ou à raison, peut être négative lorsqu'on regarde, des fois on suit des médias, on entend des choses, etc. En te suivant, on va avoir une vision qui est positive de l'Algérie. Donc, comment on vit ça, j'ai envie de dire, et comment tu le prends? Écoute, c'est une très bonne question parce que c'est une pression. Déjà, d'être médiatisé, d'être sur le devant de la scène, c'est une pression parce que les gens ne te ratent pas, tu vois. Ouais. Donc, tu dis un truc qui va pas, tu te fais dégommer. Psychologiquement, il faut savoir, hein, les mauvais commentaires ou les haters Faut qui les viennent. supporter. Ouais, c'est dur, hein. Mm. C'est dur, hein. Moi, tu sais, des fois, ça touche beaucoup ma femme. Il y en a, ils ont mis certains messages très, très durs. Parce qu'après, moi, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai créé un LinkedIn à mon père. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai dit, tiens, vas-y, regarde comme ça, tu vois ce qui se passe. Et je lui envoie un peu tous les posts qui parlent de l'Algérie, ma mère aussi, les parents de ma femme aussi regardent. Donc, des fois, il y a eu des attaques où même les parents, tu sais, ils n'ont pas cette vision. Le père de ma femme, il m'appelle un coup, il me dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, genre un peu invectivement, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je dis, après, quand je lui explique, je dis, ah, mais regarde, faut pas que tu fasses attention à ce commentaire parce qu'il y en a un mauvais, mais il y en a 50 super bons, tu vois. Mais c'est parce que c'est une personne qui n'est pas ouverte d'esprit ou qui potentiellement voulait me casser du sucre sur le dos, tu vois. Donc, ça, c'est compliqué parce qu'émotionnellement, c'est dur. Des fois, ça crée des fights entre ma femme et moi. Donc, ça, c'est compliqué à gérer, tu vois. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi aussi, c'est une pression parce que moi, je parle très positivement de l'Algérie. Ouais. C'est très compliqué pour moi de parler négativement, déjà dans la vie en général. Parce que quand j'ai une problématique, je vois pas le problème, je cherche la solution. J'ai toujours eu un mindset très positif, c'est ce qui m'a permis d'avancer. Et c'est comme ça qu'on travaille avec Fetiha. Et du coup, il y en a, ils m'en veulent de prôner peut-être une image trop positive de l'Algérie, mais c'est dur pour moi en fait. C'est comme si tu me dis, vas-y, tu peux parler mal de ta famille. C'est pas possible. Moi, je peux pas dire un truc mal de ma mère. J'irai lui dire dans l'oreille, il dit maman et tout, mais avec des basettes, mais je peux pas. C'est pas possible pour moi. Donc, et je mets n'importe qui au défi de parler de sa famille ou des gens qui l'aiment négativement en public, tu vois. Donc, je préfère faire des choses qui vont améliorer la vision et qui vont améliorer le quotidien positivement, comme, tu vois, faire attention à mes employés, de faire attention à comment j'entreprends, à mon attitude là-bas, à comment j'investis, quoi, j'investis en tant que ressortissant algérien. C'est plein de petites actions qui sont à mon échelle, mais qui apporte quelque chose de positif de ce côté-là. Et donc, oui, c'est très dur psychologiquement, ça peut être fatigant, les gens se rendent pas compte du travail aussi qu'il y a derrière toute la création de contenu. Bien sûr. Tu vois, c'est beaucoup de temps, mais c'est du temps qui est pas rémunéré en totalité, tu vois. Parce que c'est des choses qu'on partage pour les autres, pour apporter quelque chose. Après, c'est plus ou moins bien accueilli, ça fait partie du jeu, mais franchement,
ça demande quand même d'être costaud, tu vois. Mais j'imagine bien, j'imagine bien. Il y a au moins 2 autres, sujets que je voudrais aborder. Le premier, c'est, qu'on a parlé de l'entrepreneuriat en Algérie et on avait une discussion, justement au café avant de faire cet épisode et je te posais la question, est-ce que tu vois aussi, des femmes entrepreneurs en Algérie? Et voilà, quelle est ta vision, ta perception aujourd'hui de l'entrepreneuriat, je veux dire, au féminin en Algérie? Écoute, c'est quelque chose de moins visible, mais Ouais, qui existe. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, même si c'est très compliqué pour elles, parce qu'il y a ouais, un machisme ambiant, bien ça sûr. leur demande de faire 1000 fois plus d'efforts, mais elles le font. Il y a des femmes très, très smart. Moi, il y a Mmh. des femmes que j'ai rencontrées. Il y en a une qui a une entreprise en maritime tu te rends compte, dans le maritime, dans Ouais, le bien sûr. fret, dans le transport. Ouais. Elle a créé ça, elle s'est battue. Dernièrement, elle a eu un cancer, elle s'est battue contre son cancer. Elle est revenue dans la boîte, elle l'a refait Mmh. accélérer, elle a créé énormément d'emplois. Donc ça, elle a eu des Pourtant, on se dit, investisseurs. c'est un milieu, vraiment un milieu d'hommes à la base et impossible de faire son Mais elle l'a trou, fait. Mais elle l'a fait, mais il y a aussi des femmes ingénieures. Tu sais qu'il y a mmh, beaucoup, beaucoup de femmes ingénieures diplômées ouais. qui créent des choses, qui vont travailler à l'international. Il y a beaucoup de diplômées femmes ingénieures. Mmh mh. Et franchement, j'ai rencontré beaucoup de femmes, que ce soit entrepreneurs ou salariés. Parce que sache que en tant que salarié, il y a beaucoup de boîtes où la majeure partie des collaborateurs sont des collaboratrices. OK. Parce que en fait, elles ont, une maîtrise du sujet, une rigueur, Mmh. qui est hyper appréciée. Quand tu montes une entreprise, tu peux leur faire confiance. Moi, chez Creator Studio, 70 de mes collaborateurs sont des collaboratrices. OK. Elles tiennent la boîte, je peux leur faire confiance, je leur délègue énormément de choses, on Mmh. travaille ensemble. Et ça, franchement, c'est magnifique et c'est hyper positif. Donc franchement, faut pas s'arrêter à ça. C'est à développer. Il Ouais. faut le pousser, il OK. faut les encourager, faut leur donner plus de visibilité, faut leur donner des Mmh. moyens, faut créer des fonds spéciaux Woman Power, tu vois? Ouais, Moi, bien je sûr. suis à fond là-dessus pour pousser les femmes à entreprendre parce qu'elles ont beaucoup de compétences, elles ont une vision très positive de l'Algérie et surtout, elles ont une rigueur et aussi un professionnalisme qui est très bon pour la structure d'une entreprise. D'accord, OK. En tout cas, ça fait enfin, personnellement, moi, ça me fait vraiment plaisir, tu vois, d'entendre ce genre de message. D'ailleurs, je pousse beaucoup, ma mère à même entreprendre, à lancer ses projets. Faut pas qu'elle hésite. Donc, maman, si tu vois cet épisode et de toute façon, tu vas le voir, hein, je vais t'obliger à le regarder. N'hésite pas à entreprendre et à lancer tes projets. C'est la petite dédicace Et il faut que tu l'incites. Moi, tu sais, quand j'ai créé Creator Studio, ouais. la première chose que j'ai fait quand j'ai ouvert, la première personne qui a posé son pied dans l'entreprise, Mmh. c'est ma mère. Tu vois, D'accord. je l'ai ramenée, elle a acheté son petit drapeau algérien, donc elle allait hisser son petit drapeau algérien sur le rooftop, elle a OK. installé le drapeau, et je lui ai dit, viens maman, installe-toi, et on a fait un Mmh. podcast ensemble. Et je l'ai posé, on a fait un podcast, on a discuté, je voulais avoir un peu sa vision et je voulais lui donner la parole. Parce que tu vois, Bien sûr. elle a jamais fait ça, Mmh. c'est pas du tout son monde. Je lui ai dit, vas-y, assieds-toi, on s'occupe de toi. Et on a fait un podcast qui a été en émotion, qui a été très très fort. Et tu vois, c'est pour eux que je fais ça. Bien sûr. Je leur dois tout. Mmh. Alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai pu le faire. Je lui ai donné les clés, même si elle y va jamais, je lui ai donné un trousseau de clés. Je lui ai dit, tiens, c'est Ouais. chez toi, t'as un bureau, avec papa, vous venez quand vous voulez, c'est C'est chez beau. vous. Donc ça a été important. Et c'est un accomplissement personnel, tu vois, parce que quand tu entreprends en Algérie, il y a le côté réussite entrepreneuriale de faire Mmh. quelque chose, mais il y a de faire quelque chose en Algérie. Tu vois, l'avenir de l'Algérie, il appartient aux jeunes Algériens. Tu sais qu'en Algérie, si je me trompe pas, c'est quasiment 65% de la population à moins de 35 ans. D'accord, OK. Donc, l'Algérie, c'est la jeunesse. Mmh. J'ai rencontré énormément d'étudiants, de jeunes aussi, qui font. Mouhad, par exemple, qui fait Hadratna, tu vois, le mec, il Mmh. a fait une intelligence artificielle qui parle le Darja. Il est en train de la développer. D'accord. Je trouve ça génial. Il y a beaucoup d'étudiants dans les clubs d'étudiants. Il y a des très bonnes écoles en Algérie où ils commencent à créer du contenu. C'est pour ça qu'au Creator Studio, on a fait des slots gratuits. Tu peux avoir. Les étudiants, on leur donne des espaces, on leur dit C'est génial. installez-vous, faites votre podcast, on va vous le monter, on vous le livre, mettez-le sur vos réseaux, venez partager vos connaissances dans un cadre professionnel, faites un contenu de qualité, partagez-le. Ce que vous pouvez transmettre, ça va être inspirant pour notre jeunesse algérienne. Parce que les Algériens, les jeunes, c'est l'avenir du pays. C'est Et génial. si on arrive à créer vraiment une cohésion entre les Algériens du monde Mmh. et les Algériens
d'Algérie. Tu vois, je fais une différenciation même si on ne devrait pas, mais elle existe réellement. C'est vrai qu'elle existe. Elle existe, mais c'est pas grave, il faut l'assumer. Bien sûr. Maintenant, il faut qu'ensemble, on travaille, on se dit, OK, ce qui s'est passé dans le passé, aujourd'hui, il y a une dynamique, profitons-en. Travaillons ensemble, venons, ramenons des investisseurs, ramenons des idées, travaillons ensemble, prenons les idées, prenons les entreprises que les Algériens ont développées, travaillons ensemble, on peut créer une fusée, mec. Vraiment, l'Algérie, c'est le feu, c'est the place to be. Donc, s'il y a un truc à faire, je vous annonce, allez-y, parce que nous, avec Algerian Dream Networking, on est en train de le transformer avec un ami qui s'appelle Oussama, on est en train et Shemseddine aussi, on est en train d'essayer de créer quelque chose pour accompagner les investisseurs, leur dire, écoutez, voilà, il y a un projet, nous on le valide, on l'a étudié, on a regardé les founders, on a passé du temps avec eux, on les accompagne même au niveau de la com, au niveau de la structure. Investissez avec eux et on valide un peu l'investissement, si tu veux. Bien sûr. Comme ça, on les accompagne, on leur dit, vous investissez en direct, on crée pas un fonds d'investissement. On leur dit, voilà, nous, on va chercher quelques projets, on vous les présente, ils ont besoin d'argent, boostez-les, comme ça, on va essayer d'avoir une grosse économie. Il y a eu plein, hein. La Blabli, ils viennent de lever, ils ont de faire une levée de plus de 3 millions, je crois, un truc comme ça, je viens de lire ça il y a pas longtemps. Donc, il y a des boîtes qui ont fait des très bonnes levées, il y a avec de grosses perspectives. Tu connais Yassir. Toi, Yassir, quand même, c'est une des grosses boîtes algériennes. T'as Itch aussi. T'as vraiment beaucoup d'entreprises en Algérie qui sont vraiment en train d'exploser, qui sont en train de lever des fonds. Il y a vraiment une start-up nation en Algérie qui est née. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des entreprises aussi. Il y a des entreprises plus traditionnelles qui ne sont pas des start-up. Tu vois, le start-up, c'est un monde à part. Tu vois. Qui sont là, qui développent des idées. Il y a des artisans. Il y a des artisans incroyables qui font vraiment une qualité made in Algérie. Bien sûr. Made in Bledi, tu vois. On le voit bien. Regarde ce qui s'est passé avec Morjan dernièrement. Oui, mais bien sûr, c'est incroyable. Tu vois, avec la pâte à tartiner. C'est incroyable. C'est ouf. Bien sûr. C'est une pâte à tartiner qui existe depuis longtemps. Il a fallu un effet de com' qui fait qu'aujourd'hui, Morjan, c'est devenu la pâte à tartiner de référence mondialement. Ah, c'est incroyable. Tu vois, après, ce qui est dommage, c'est ce qui se passe. Le Morjan, il est bloqué. On ne comprend pas pourquoi. Bon, apparemment, c'est à cause de la composition. Mais bon, ça faisait un moment qu'il se distribuait quand même. Ouais, mais tu vois, même composition, ok, alors j'ai pas regardé la composition dans le détail. Mais quand tu compares ça à du Nutella ou à d'autres trucs, tu vois, d'autres marques distributeurs, enfin, je veux dire, il n'y a pas une différence, on n'est pas sur des différences dramatiques, en fait, tu vois. Clairement, mais c'est surtout que tu pouvais en acheter jusque-là. Tout le monde a mangé de la Morjan en France. Il n'y a pas eu de cas déclarés. Donc, est-ce qu'il n'y a pas juste une adaptation à faire pour continuer à laisser cette entreprise se développer en Algérie? Parce que c'est hyper... En France aussi, par rapport à l'export. Parce que c'est des signaux très positifs par rapport au développement international de l'Algérie. Après, cet été, on a tous vécu avec Imen Khalif et ce qui s'est passé. Bien sûr. Tu vois, tout ce qui se passe, ça peut créer une espèce de paranoïa chez l'Algérien de se dire, mais pourquoi quand c'est nous, tout devient négatif ou on a tendance à venir nous casser? Toi, moi, je l'ai vécu sur tout ce que je partage. J'ai pas eu que du positif. Et ça, c'est très dur à porter, se dire, mais quand on le faisait en France, tu m'applaudis. Maintenant, quand je le fais en Algérie, c'est pas les mêmes applaudissements. Tu applaudis avec les coudes parce que t'es pas content. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas content? Alors que moi, je m'accomplis et qu'on crée quelque chose de positif. Et que ça n'empêche pas que j'ai des entreprises en France qui fonctionnent, je paye des impôts. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de problématique à soulever. Donc, il y a aussi ça, il y a cette perception qu'on peut avoir sur l'accueil. Bon, après, tu me diras, il y a l'histoire. Hein. Il y a l'histoire commune qu'on a, machin. On ne peut pas l'enlever ça, mais il y a un moment où on doit évoluer. On est la nouvelle génération. C'est vraiment, hein, c'est la génération aujourd'hui, c'est ça l'avenir. C'est nous l'avenir du développement en Algérie. Pas nous, la diaspora, c'est les Algériens. Et là, je parle de tous les Algériens. Tu vois, et c'est ensemble qu'on va y arriver. Et moi, je pense que tous ces trucs-là, ça va tomber petit à petit. Parce que, quoi qu'il arrive, les gens, ils vont te juger par rapport à tes compétences, ton résultat, ton investissement, et pas par rapport à des oui-dire, des faux semblants qui vont... Et de toute façon, quand tu seras passé à l'action, tu auras fait tes projets, tu auras réussi tes projets, bon, bah, après, il n'y aura plus personne qui viendra en parler. Hein. Ou alors, certains où il n'y aura aucun intérêt à leur accorder de l'importance. Clairement, et je pense qu'il ne faut pas en porter d'importance. Faut laisser ces bruits de fond. J'aime bien le mot que tu as dit tout à l'heure, c'est des bruits de fond se faire. Et en fait, toi, il faut continuer à avancer avec tes convictions. Parce que si tu agis avec conviction, avec valeur et que tu es aligné
quoi qu'il arrive, les choses vont se dérouler, elles vont se faire. Je suis entièrement d'accord. Il y a comment dire, un petit livret dont tu m'as parlé qui a beaucoup d'importance pour toi. Et ce petit livret, c'est le passeport vert. Qui paraît qu'il a un pouvoir incroyable. Et il a toi, t'en as fait une. Et ce petit livret, ce passeport vert, donc le passeport algérien, toi, il t'a beaucoup inspiré. Il t'a inspiré même lors de voyages en avion. Tu le regardais et tu te dis, tiens, je peux faire des choses avec. Tu peux m'en dire plus? Tu te rends compte que en fait, ce passeport vert, c'est nos parents qui nous l'ont fait. Et quand on était jeune, on se rendait pas compte de l'importance de ce document. Donc, tu vois, on l'a automatiquement et on l'a acquis automatiquement sans vraiment se demander qu'est-ce qui nous permettait de faire. Tu vois, ça te permet d'avoir une libre circulation. Là, nous, en ayant le passeport vert, on a la double nationalité, donc on peut aller et venir en Algérie comme on le veut. Couplé au passeport rouge, le passeport français, vraiment, ça te donne des possibilités illimitées dans le monde, donc ça, c'est génial. Et déjà, j'avais remarqué que déjà, rien que le passeport vert algérien, j'étais allé en Égypte, rien que de montrer mon passeport vert, toutes les attractions, elles étaient moins chères que les touristes. Ah oui, c'est vrai. Okay. Et ça, c'était incroyable. Et il y a ça, mais après, quand tu vas plus loin, ce qui s'est passé, l'anecdote, c'est que je commençais à faire beaucoup d'allers-retours entre l'Algérie et la France pour vraiment m'imprégner de ce qui se passait là-bas. Et un coup, c'est dans l'avion, je me retrouve tout seul, je regarde mon passeport, je fais, mais ah ouais. Je me rends compte aujourd'hui que grâce à ce document-là, je peux investir en Algérie, je peux acheter de l'immobilier, je peux aller et venir, je peux créer ma boîte. Tu vois, et ça m'ouvre des possibilités incroyables. Et je le regarde, je me dis, mais attends, c'est incroyable. Et je me prends juste en photo avec, je fais un post LinkedIn, je t'envoie, tu vois, et je dis, ce passeport est magique, tu vois. Et du coup, pareil, deux écoles. T'as ceux qui vont dire, à juste titre, oui, bah écoute, nous, on n'a pas le passeport rouge. Nous, on n'a pas le passeport rouge, on n'a que le passeport vert. Ça ne nous ouvre pas autant de possibilités que toi. Ils ne peuvent pas avoir les visas pour se déplacer librement et tout ça. Mais quand tu regardes du regard d'une personne, un Algérien du monde comme moi, tu te dis, waouh, c'est génial, ce passeport, il est quand même incroyable. Donc, je fais ce post-là, je t'avoue, je me fais démonter par certains, d'autres me disent, ouais, c'est vrai que c'est cool, et ils comprennent le post. Donc, je laisse tourner ça. Et après, il se passe Vivatech. Ouais. Donc Vivatech, moi je suis ambassadeur et il y a le pavillon algérien. Okay. Et ils font un bête de pavillon algérien avec Algérie Venture. Et je me dis, vas-y, cool. Tu sais quoi, il y a plein d'Algériens qui vont venir. D'habitude, nous, quand on va en Algérie, c'est eux qui s'occupent de nous. Tahla au fin, comme on dit. Bien sûr. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, ils vont tous venir à Paris. Et je parle avec Yas, Yassoun, je sais pas si tu connais Non, je connais pas. C'est un influenceur sur TikTok qui parle beaucoup de la culture algérienne. Oui. Ouais. Et Yas, on était ensemble, je dis, écoute, ils viennent tous, il faut qu'on fasse quelque chose. Il me regarde, il me dit, tu sais quoi, viens, on fait un event, un restaurant, et on les invite tous, et je dis, vas-y, donc on part sur ce principe-là. Bien sûr. Et en préparant la soirée, on trouve un super resto qui s'appelle Tahla, tu vois. Tahla, il s'appelle. Ok. C'est un restaurant kabyle. Et on privatise le resto, et on invite tous les entrepreneurs qui étaient sur le pavillon algérien, et d'autres, et on dit, voilà. Et là, je regarde Yass, je lui dis, tu sais quoi, on va taper un délire. On va faire la soirée des aides passeport vert. Tu vois, ça veut dire que tu peux pas rentrer si t'as pas ton passeport vert. Tu vois, et je fais cette communication, je me dis, bah ouais, ce passeport, il t'ouvre des portes comme celle-ci ce soir. Je balance sur les réseaux. Frère, ça a fait un bruit énorme. Tout le monde dit, waouh, incroyable, une soirée passeport vert. C'est vrai que d'habitude. Et du coup, on a obligé tout le monde, il rentrait, il venait à la soirée, il montrait. Incroyable. Ils montraient leur passeport vert pour rentrer. Ça a fait un truc très cool parce que quand je suis allé en Algérie, il y a des promoteurs immobiliers qui m'ont dit, mais tu sais quoi, on aime le concept. Est-ce que tu peux nous refaire des soirées passeport vert pour l'immobilier? Génial. J'ai dit, vas-y, ok, pas de souci. Parce que tu vois, l'immobilier, pour investir en Algérie, tu peux pas investir en Algérie dans l'immobilier si t'as pas de passeport vert. Okay. Donc, du coup, on est en train de préparer des soirées passeport vert pour l'immobilier. Okay. Incroyable. Donc, tu vois, ça a ouvert d'autres perspectives, mais surtout que ça a créé une dynamique. Et du coup, ça a aussi détendu les gens. Ils ont compris, en fait, que j'avais vraiment un mindset positif et que j'aime transformer ce qui peut paraître négatif en positif et voir toujours le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui m'a accompagné pendant toute mon aventure personnelle pour pouvoir, moi, transformer le négatif qui peut arriver en énergie. Ouais, bien sûr. Je trouve que c'est aussi quand même quelque chose qui est de notre culture. On a ce côté, t'inquiète pas.
T'inquiète pas, on va le faire. Mekench Mouchkil, tu vois, c'est vrai. Il n'y a Exactement. pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Un peu de guézouz, on se pose un peu, on discute, on va trouver une solution. Non, mais c'est vrai. Oui, clairement. C'est vrai, et en termes d'état d'esprit, bah, c'est aussi quand même, c'est quelque chose qui fait avancer. Tu vois, on parlait des croyances limitantes, et t'en as parlé. En fait, franchement, les croyances limitantes, on se les met. Alors des fois, c'est nos expériences. Il y a plein de gens qui ont différentes... Chacun a ses expériences personnelles, des choses qui peuvent être très dures, qui fait qu'on se crée des croyances limitantes. Mais on peut pas s'arrêter au fait de voir, comme tu dis, le verre à moitié vide. On a toujours le choix de se dire je le vois à moitié vide ou je le vois à moitié plein. Et ensuite, c'est juste à nous de faire le choix. Quelle est la vision du monde et qu'est-ce qu'on veut apporter, comment on veut croire en nos projets. Et ça, c'est exactement ça que tu dois transposer lorsque tu veux entreprendre, t'investir ou investir en Algérie. Tu vois, si tu as ce mindset positif, tu vas embarquer du monde. Et ce qui est important dans tous ceux qui veulent entreprendre ou investir en Algérie, c'est de se dire, OK, tu peux ne pas venir direct monter une boîte. Tu peux venir, tu vois, c'est ce que j'ai fait quand j'accompagne des entrepreneurs là, qui investissent chez Creator Studio. Ils l'ont tout à fait compris. Je leur ai dit, écoutez les gars, vous allez venir dans l'aventure avec moi et je vais vous partager mon réseau. Vous allez pouvoir vraiment rencontrer beaucoup de monde. Vous allez pouvoir préparer la next step si vous avez envie de créer une entreprise là-bas. Et c'est ça qui est important, c'est faut rentrer dans des cercles business. Ouais. Tu vois, dans le monde entier, tout le monde l'a compris. Ça se fait beaucoup. Il y a des dynamiques en Algérie qui se créent. Il y a beaucoup de groupes qui se créent. Et il y a beaucoup de choses positives qui se font. Tu vois, par exemple, j'ai un ami Yacine qui est en train de créer, qui a ouvert un espace de coworking pour permettre aux gens de venir et de créer des synergies. C'est hyper important de faire des initiatives comme ça. Il n'y a pas que lui. Il y a plein d'incubateurs et il y a aussi Suricat. J'ai des potes qui ont ouvert des incubateurs, des accélérateurs pour pouvoir accompagner ces gens-là, pour leur transmettre leur propre expérience et leur faire rencontrer les bonnes personnes pour avoir les bons process. Ouais, bien sûr. Ça, c'est la clé aujourd'hui. Donc, il ne faut pas rester seul, il ne faut pas le faire seul, il faut avancer et il ne faut pas avoir peur. J'ai un groupe, il y a un couple que je connais là, il s'appelle Kevin, ils sont en train de créer Azul Cosmétiques. Ok, d'accord. Et ils sont partis sur le délire avec sa femme. Ils ont fait des cosmétiques à base de produits naturels algériens. Ouais, d'accord. Mais ils ne sont pas juste dit on va faire des sous-traitants, ils sont en train de créer les lignes de production. Ok. Et ils sont allés, là ils y sont, ils ont créé la ligne de production, ils sont allés sourcer, et ils sont en train de le vivre. Et pareil, il est en train de partager son expérience, ce qu'il est en train de vivre. Génial. Et je trouve ça magnifique. Il y en a qui osent le faire. Et pareil, lui, il a compris qu'il fallait se faire du réseau. Donc on s'est rencontrés, à un moment, moi je lui ai partagé mon réseau, je lui ai dit vas-y, je te pousse. Et en fait, il faut créer cette solidarité bien sûr. ensemble, pour qu'on fasse les choses ensemble, parce que c'est que comme ça qu'on va y arriver. Seul, tu vas nulle part. À plusieurs, tu peux aller très très loin. Moi, j'ai eu la chance de ne jamais être seul. J'ai toujours eu ma femme à mes côtés. Tu me parlais de super pouvoir. C'est mon plus gros super pouvoir, mec. C'est d'avoir ma femme à mes côtés, qui me soutient, qui est ma psychologue, qui est mon amie, et même ma meilleure amie, qui me rassure quand ça va pas. Et quand moi, je vais pas, elle me relève et inversement. Donc ça, c'est une chance. Entreprendre seul, franchement, ceux qui y arrivent, pour moi, eux, c'est des super-héros parce que c'est très dur. Non, mais c'est vrai. Tu vois, même moi, je le vois. Alors, j'ai deux projets. J'ai ce projet de podcast que j'ai envie de développer pour arriver à réellement que, par exemple, à fin 2025, ça devienne une plateforme, tu vois, parmi les plateformes de référence sur l'entrepreneuriat. Et j'ai aussi un SaaS que je suis en train de développer avec des développeurs freelance. Mais je fais quand même... Alors là, j'ai les développeurs, mais je fais quand même beaucoup de choses seul. Et je vois la difficulté. Au début, quand je me suis lancé, je me dis, j'aime bien être seul, j'aime bien, quand j'étais en CDI, j'aimais bien être en télétravail, dans mon coin, bosser. En fait, j'avais quand même l'équipe, j'avais le choix d'aller au boulot. Là, le fait de se retrouver seul, tu dis, waouh, il y a beaucoup de choses. En plus, 2 projets, c'est beaucoup, beaucoup de travail, création de contenu, sur la vente, sur créer son offre, sa stratégie. Et c'est vrai que c'est dur. Franchement, quand tu vois tout ce qu'il y a à faire, tu dis, ok, je dois faire tout ça tout seul.
Franchement, c'est assez dur. Alors, c'est vrai que j'ai la chance quand même d'avoir ma famille qui me soutient. J'ai une copine qui me pousse énormément, franchement, dans tout ce que je fais. Mais c'est toi qui fais les choses seul, et ça, c'est vrai que c'est difficile. Donc, je comprends ce que tu dis le fait d'avoir un soutien dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important. Ouais, c'est la next step. De toute façon, dans l'accélération, tu vas être obligé de t'entourer des bonnes personnes. Bien sûr. Des fois, tu vas être déçu, mais il faut toujours partir en test and learn. Comme ça te permet de vraiment t'entourer des bonnes personnes. Mais ça fait partie ça fait partie du jeu de faire de mauvaises rencontres. Mais comment, derrière ces rencontres, tu apprends Bien et sûr. tu mets des choses en place pour évoluer et éviter de réitérer les mêmes erreurs. Non, je suis entièrement d'accord. Un des derniers que je souhaitais aussi aborder avec toi, et tu l'as évoqué en tout début d'épisode, c'est, tu disais, entreprendre en couple. Ouais. Donc déjà, ce que j'ai compris, c'est que quand même, le rôle de ta femme dans ton aventure, dans ta vie en général, bien sûr, mais dans ton aventure entrepreneuriale, il est énorme. Comment c'est d'entreprendre en couple? Difficultés, avantages? Déjà, je t'avoue que si Fatiha, elle n'était pas dans ma vie, je sais pas si j'aurais entrepris. La deuxième chose aussi, c'est que si elle n'avait pas été là, je pense que j'aurais coulé beaucoup d'entreprises parce qu'elle est très structurante pour moi. Moi, tu vois, je suis un peu l'électron. C'est grâce à elle que tu es là, d'ailleurs. Ouais, c'est aussi grâce à elle. Parce que j'ai failli ne pas venir à cause, j'ai pas pu faire garder les enfants ce matin. Et elle m'a poussé, elle m'a dit non. Tu t'es engagé, tu tiens ta parole, t'avais loué, t'as vu, c'est ce que je t'ai dit hier. Bien sûr. Et je t'ai dit non, ma femme, elle m'a dit je dois me débrouiller, donc j'ai fait tout ce que je pouvais pour trouver la solution pour être là. Et c'est ça le vrai enseignement, c'est que quand tu as une femme comme la mienne qui est là derrière toi, elle n'est pas là dès qu'il y a un problème ou à chercher les causes ou à m'enfoncer. Au contraire, elle a un mindset tellement positif, elle me dit attends, il y a un problème, ok. On se prend la tête sur le moment, après on souffle, après on se dit maintenant, allez, c'est quoi la solution? Quelle est l'issue? Et il y a un truc qu'on a mis en place dès le début, qui a été très bon pour notre couple et pour nos entreprises, c'est qu'on a pris l'orgueil, le nif, et on l'a jeté. Tu vois? Alors, moi, j'ai réussi à le faire plus facilement qu'elle. Au début, même quand elle avait tort, c'est moi qui m'excusais, tu vois? Mais on a toujours gardé ça, et quand on se prend la tête, c'est impossible de finir une journée sans avoir réglé la situation. Ok. Donc, ça, et c'est même un copain qui m'avait dit, Ahmed, même si vous vous couchez un peu vénère, oublie pas le bisou du soir. Bien sûr. Sur la tête. Allez, bonne nuit. Parce que le lendemain, tu te réveilles, rien que ce petit geste de considération peut, dans la nuit, régler toutes les problématiques. Parce qu'il ne faut pas oublier, en fait, déjà, si j'ai choisi cette femme, c'est que je l'aime. On a des enfants ensemble. Elle m'a fait le plus beau cadeau du monde, c'est de me faire des enfants et de me permettre de vivre ma paternité comme jamais. Mais c'est aussi ma meilleure amie, c'est avec elle que je vais finir ma vie. Donc, si, avec elle, je ne sais pas mettre mon orgueil de côté, ou mettre toutes les problématiques de côté pour trouver une solution et y aller, je saurais le faire avec personne. Donc, c'est une personne à qui j'excuse tout, vraiment, sans problématique. Et je me repose toujours cette question, je me dis, mais attends, c'est la femme de ma vie, je l'aime, pourquoi je me prends la tête? Où est-ce qu'on doit aller? Bien sûr. Donc au final, je règle très rapidement les situations, même si j'ai raison, qu'elle a tort, on met ça de côté. Et une fois que tout est assaini, tout est posé, là on revient, on dit, c'est quand même moi qui avais raison. Après, tu reviens, tu rattrapes les embrouilles, tu vois. Mais dès que ça s'est calmé, tu vois. Parce qu'on est des sanguins, les Algériens. Bon, ma femme, c'est une Algérienne. Elle prend la savate. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux? Donc non, franchement, c'est un conseil que je peux donner. Faut pas oublier que quand tu fais un entrepreneuriat, que ce soit avec des investisseurs, avec des co-associés et tout, tu te maries. Donc ça veut dire qu'il faut faire des concessions. Faut pas oublier l'objectif, tu vois. L'objectif, il faut pas oublier les valeurs. Donc, c'était dur. Vraiment, c'était compliqué parce que, si tu veux, nous, on travaille toute la journée sur une entreprise, on revient le soir, pendant le repas, il y a des fois des choses qui reviennent et en fait, tu te retrouves à parler tout le temps business. Tu vois, et moi, j'ai une femme qui est très business, donc on parle tout le temps business. Même mes belles-sœurs, elles me disent, vous parlez tout le temps business. Et elles sont pas dans le business, elles sont salariées. Tu vois. On dit, mais c'est comme ça. L'entrepreneuriat, c'est une obsession maladive, tu vois, et dévorante. Donc, tu l'as tout le temps, mais c'est hyper important de poser un cadre. Donc, nous, on a réussi à poser des structures où, à partir d'une certaine heure, paf, les téléphones, c'est bon, on s'occupe les enfants, tac, et on parle vraiment en couple, famille, machin, même si des fois ça dérape, mais on essaie de recentrer. On se donne des temps, tu vois, par exemple, le vendredi après-midi, moi, ça sert à rien de m'appeler, je te répondrai jamais le vendredi après-midi par mail, même s'il y a des urgences, je suis avec Fatia.
Ok. Ouais, on se tape des délires, on se fait des trucs ensemble, on se fait des escape games. Trop On fait bien. un truc, les enfants, ils sont à l'école, on se fait un truc que nous deux, tu vois. Ok. Et à chaque semaine, on doit se retrouver une petite surprise du machin. C'est chacun son tour. Une semaine sur deux, c'est moi Génial. et c'est elle. Et on se remet des trucs ensemble comme ça. Et on essaye un week-end sur deux. On prend les enfants. Tu vois, là, il y avait la foire de Paris. Ouais. Pardon, il y avait la foire de Lille. Ok, Tu d'accord. vois, ma belle-mère, elle avait un stand. Je lui ai dit, bah écoute, cet après-midi-là, c'est Fatiha et moi qui le tenons avec les enfants. Donc, du coup, on s'est tapé un Ouais, ok, délire. d'accord. On a fait des ventes avec les enfants, on leur laissait faire et tout. Trop bien. Et moi, j'aime bien insuffler ça à mes filles, le côté entrepreneur, le côté qu'elles puissent croire en elles. Et ça fait des enfants hyper éveillés. Donc, tu vois, on a plein de petites choses comme ça où vraiment on se régale et on essaie de vraiment trouver des soupapes pour souffler. Ok, c'est génial. Et moi, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué, tu vois, c'est cette question d'ego. Vraiment, l'ego, c'est important d'avoir de l'ego, bien sûr, parce que c'est aussi du respect que l'on a envers nous-mêmes. Et en même temps, l'ego, ça peut détruire tellement de choses. Parce qu'à un moment T, on ne sait pas le mettre de côté. Moi, il y avait une autre entrepreneuse avec qui je discutais, et justement dont je t'avais parlé, qui fait des jeux type escape game pour les sociétés. Ouais, très cool. Et elle me racontait justement qu'avec son associé, pourquoi ça marchait et que c'était le match parfait, parce qu'elles arrivaient complètement à mettre l'ego de côté. Et que lorsqu'ils sont dans des discussions, lorsque chacun, l'une ou l'autre a ses projets, il y en a une qui est dans le moins bien, comme tu disais, l'autre qui pousse, bah, à chaque fois, si cet ego, il prend le dessus, les deux sont capables de dire « Ok, non, on fait une pause, on le met de côté et on avance. » Totalement aligné avec toi parce que l'ego, en fait, ça peut détruire des relations, ça peut faire monter la pression et aller dans des directions que tu n'aurais même pas imaginées. Moi, c'est mon père qui m'avait donné ce conseil. Il m'avait dit, ah ben, tu sais, quand quelqu'un t'insulte, ne l'insulte pas. Dis rien. Il m'a dit, parce que si quelqu'un te manque de respect et t'insulte, et que tu l'insultes, dans sa tête, il va se justifier le fait qu'il t'a insulté. Et limite, c'est toi qui as commencé. Il m'a dit, si tu remontes en symétrie, ça va rien apporter de bien. Et j'ai essayé de le mettre en place. Ça n'a pas toujours été évident, mais la plupart du temps, je le mets en place. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui ont eu ces déplacements de respect, ils reviennent après. Et limite, ils s'excusent. Ils disent, ah putain, ouais, je suis désolé. Bien sûr. Et en fait, après, derrière, moi, c'est les meilleures amitiés que j'ai aujourd'hui. Ouais, okay. Les gens, ils viennent et tout. Je leur dis, écoute, moi, je n'en veux pas. Je disais, pour moi, Bien je sûr. savais que tu étais dans l'erreur, mais je ne voulais pas t'embrouiller pour rien. Je te laisse le temps que tu recomprennes. Et après, là, on a une vraie discussion. Après, peut-être que j'avais certains torts, que je n'ai pas compris. On en parle. Bien sûr. Et après, on avance. Et ça, c'est dans la relation humaine. Là, moi, après, j'ai fait beaucoup de psychanalyse, j'ai accompagné beaucoup de patients à essayer de régler leurs propres problèmes, à leur apprendre à rentrer dans des discussions avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs amis, avec leurs patrons, pour pouvoir régler les problématiques et pour pas qu'ils soient en souffrance. Et je pense que de répondre à l'agression par de l'agression, ça crée une souffrance en toi, ça crée des adhésions qui sont difficiles après à soigner. Donc, pourquoi te faire du mal ? Oui, c'est vrai. Si quelqu'un essaie de te faire du mal, ok, essaie de le prendre avec relativisme, prendre la distance, ok, ça fait mal sur le moment, mais tu vas voir que la blessure, elle est beaucoup plus facilement à soigner si la personne revient et que vous mettez en place derrière du dialogue. Ouais, et ça, c'est la solution universelle pour régler tous les problèmes. Faut parler, faut dialoguer. Quand tu romps le dialogue, tu romps les échanges, tu romps les négociations, donc après ça rentre dans le conflit et ça fait des escalades qu'on connaît tous dans plein de choses. Tu peux extrapoler ça dans tous les domaines. Bien sûr, entièrement d'accord. Entièrement d'accord. On arrive sur la fin de cet épisode. Ouais, c'était très cool, franchement c'était sympa. Déjà, merci, un énorme merci à toi d'avoir accepté l'invitation, d'être venu, de partager ton expérience. Merci à toi, je trouve ça hyper intéressant. T'as une très bonne manière de faire verbaliser, de ramener les sujets. Franchement, je suis très content. C'est vrai. C'est un très bon podcast parce que t'as une vraie vision, comme tu es un entrepreneur toi-même. De parler d'entrepreneur à entrepreneur, tu comprends ce que je te dis et après tu vas tirer le fil là où il faut le tirer. Donc, je t'avoue que c'était vraiment un échange très, très passionnant. Merci. Merci, ça me fait plaisir. Moi, en plus d'avoir sur un sujet qui forcément me touche aussi au cœur. Il est où ton drapeau ? T'as ramené ton drapeau ou pas ? Sors-nous le drapeau, fais-nous la petite sortie de drapeau. Il est à la maison, tranquille, posé.
Et merci aussi à Fatiha de t'avoir poussé Ouais, pour merci que ma tu sois chérie, là. merci d'être toujours là à mes côtés sur tout ce où j'essaie d'aller, elle est toujours là à me soutenir. Merci ma chérie. C'est non, mais franchement, c'est génial. Et bah, pour conclure, est-ce que tu aurais un dernier message, que ce soit pour voilà, les personnes qui veulent entreprendre et là, j'ai envie de dire presque d'où que vous soyez algérien en France, algérien en Algérie, que vous soyez de n'importe quel pays, origine ou quoi que ce soit. Quel est le message que tu souhaites faire passer Tu sais, les messages, ils vont être bateaux, c'est croyez en vos idées, allez-y. Je pourrais te dire des choses comme ça. En fait, ce qui va faire la grosse différence entre vous et un autre entrepreneur qui a la même idée que vous, c'est votre capacité d'exécution. Il ne faut pas avoir peur de le faire et de se planter parce que c'est par l'expérience qu'on apprend. Et il n'y en a aucun, je connais aucun entrepreneur qui est arrivé sans vraiment se planter. Mais si tu n'essayes pas, bah, du coup, tu feras jamais rien. Je pense qu'on peut conclure l'épisode sur ça. J'ai rien à ajouter à ce message. J'ajouterai tout simplement que si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et le regarder 2 Voilà. fois, ça fera plus de vues. Exactement, vous le mettez même en fond, en podcast, en YouTube, etc. Bref, Vous vous n'êtes y même pas allez. obligé de le regarder, vous pouvez l'écouter. Exactement. Donc voilà, tout simplement pour continuer à donner aussi de la force à cette chaîne de podcast et à ce projet. Et moi, j'ai envie de dire que j'ai hâte de tourner mon premier épisode en Algérie. Écoute, marahba, on t'accueille chez Creator Studio, les lieux sont prêts, tu viens et on fait ça là-bas. Ok, c'est parfait. Je suis sûr que tu as plein d'entrepreneurs incroyables à me faire Viens, tu peux faire rencontrer. une série de 8 épisodes sans problème, je te ramène qui il faut. Avec plaisir. Écoute, merci à toi. Merci à toi mon frérot.